Bonjour, je m'appelle Céline Bouffard, je suis l'animatrice de la communauté de pratique Proche Aidance. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une communauté de pratique qui a pour but de favoriser une offre de service qui permet de soutenir et de reconnaître les personnes proches aidantes dans le réseau de la santé et des services sociaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux invités qui vont nous présenter un webinaire ayant pour titre État des lieux des projets en partenariat avec les personnes proches aidantes. Tout d'abord, on a avec nous, peut-être que vous la reconnaissez pour certains, Michèle Archambault, coordonnatrice des travaux du ministère de la Santé et des Services sociaux en proche aidance. Après ça, quelques mots quand même sur Michèle, parce que quand même, hein. Michèle est titulaire d'un baccalauréat en ergothérapie ainsi qu'une maîtrise en gestion et développement des organisations. Elle a occupé diverses fonctions de gestion et de direction dans le réseau de la santé, en en vie associative et à l'INES. Passionnée, oui, c'est vrai. Elle coordonne actuellement les travaux en proche aidance au ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle a ainsi été aux premières loges de l'adoption de la loi, et puis de la politique et aussi de tout ce qui est les premiers travaux là, du plan d'action intergouvernemental. Elle se dédie et catalyse les forces vives en proche aidance et a créé des partenariats porteurs d'actions concrètes, pertinentes, durables pour les personnes proches aidantes. Merci Michel d'être avec nous. Merci beaucoup, Euh, Céline. En collaboration, on a Eleonora Bogdanova, qui est chargée de projet au Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public, le CEPPP, détenant un baccalauréat bidisciplinaire en psychologie et en sociologie et une maîtrise en sociologie de l'Université de Montréal. Elle a œuvré plusieurs années en recherche sur la proche aidance et la reconstruction identitaire durant le parcours de vie. Et au CEPPP, Éléonora est particulièrement impliquée dans les projets d'évaluation du partenariat avec les patients et les proches dans divers contextes de soins et de recherche. Donc, mesdames, je suis vraiment heureuse que vous soyez parmi nous. Je vous rappelle les règles du jeu là, pour ceux qui sont peut-être un peu moins familiers avec nos webinaires. Habituellement, on a une présentation de 40-45 minutes, un petit peu plus magistrale. Puis ensuite de ça, on ouvre les micros, on ouvre les caméras, puis là, c'est la période de discussion, de questions avec nos invités. Donc, voilà. Je vous invite, Eleonora, à partager l'écran. Puis je vais vous laisser aller là, pour votre présentation. Si entre-temps, il y a des gens qui ont des choses, qui veulent, je ne sais pas, là, qui ont des enjeux, qui ont des questions, vous pouvez toujours les mettre dans le fil de clavardage. Je vais les prendre en note, puis je vais pouvoir vous laisser la parole un peu plus tard. Donc, mesdames, à tout le monde, je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup, Céline. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et de présenter avec Michèle donc l'état des lieux des 35 projets financés dans le cadre de la mesure 48 du plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes. Merci beaucoup, Céline, pour l'invitation. Donc, Céline nous a présenté, donc un peu rapidement passé. Je voulais juste mentionner avant qu'on débute, donc ces travaux, donc le Centre d'excellence a été mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux au niveau de 3 mesures du plan d'action, donc la 7, la 10 et la 48, dont je suis responsable au Centre d'excellence. Je travaille avec plusieurs personnes dans mon équipe, donc avec une assistante de recherche et 2 personnes proches aidantes partenaires sur 2 différentes mesures. Voilà. Merci, Elie. Merci d'être là. C'est vraiment, on est très fiers de ce partenariat-là avec le CEPPP et nous aussi, là, dans la petite équipe de la Proche Aidance, nous sommes quelques-uns à travailler là, sur la réalisation de cette mesure-là. Je vais vous mettre un petit peu la mesure 48 en contexte, peut-être pour les gens qui connaissent un peu moins les travaux gouvernementaux en Proche Aidance. Donc, en 2020, le gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté la loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes. Dans cette loi-là était mentionné notamment qu'une politique nationale devait être adoptée ainsi qu'un plan d'action. La politique nationale pour les personnes proches aidantes a donc été adoptée en avril 2021 et présentait une définition des personnes proches aidantes, une vision, des principes directeurs et des orientations. Un des grands principes directeurs
des travaux en proche aidance et celui-ci, le 5e, reconnaître l'expérience des personnes proches aidantes et leur savoir, de même que ceux de la personne à aider, et de les considérer dans le cadre d'une approche basée sur le partenariat. Les grands travaux gouvernementaux en proche aidance se travaillent avec une quinzaine de directions au ministère de la Santé et des Services sociaux et puis 17 ministères et organismes différents. Et donc, quand on a travaillé la pertinence des mesures dans le plan d'action, la direction responsable du partenariat au ministère a proposé cette mesure-là, la mesure 48, en fait, de développer un appel de projet à l'intention des établissements publics du réseau pour des projets qui seraient développés en partenariat avec les personnes proches aidantes. Donc, vraiment que les personnes proches aidantes soient partenaires du développement de toute l'élaboration et le suivi du projet. C'est un appel de projet qui visait des projets vécus en partenariat avec les personnes proches aidantes dans les établissements du réseau, que ce soit dans une perspective de gouvernance, dans une perspective de planification ou de développement de services ou encore dans des services directs aux personnes proches aidantes. C'est un appel à projet qui a eu lieu là, dans le fond l'année passée. Ce sont des projets, on va le voir tantôt, qui auront lieu sur 2 ans. Tout ça s'est fait dans la foulée du cadre de référence du partenariat avec les patients et le public de 2018 du ministère. Il y avait déjà eu en 2018 un premier appel à projet pour des projets en partenariat avec des patients. Là, on s'amène avec des projets en partenariat avec des personnes proches aidantes. Donc, c'est dans cette foulée-là que cette mesure-là se réalise. Donc, on a été très, très heureux de la réponse des établissements, d'où, dans le fond, 35 projets soutenus par cette mesure-là actuellement. Merci beaucoup, Michel. J'ajouterais aussi que la mesure 48, donc comme l'a mentionné Michel, donc vise le développement de projets au sein des établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Puis la clarification importante, puis la distinction importante, en fait, a été au niveau du partenariat qui se développe à 2 niveaux dans les projets, en fait. Donc, autant au niveau donc de l'équipe projet, mais aussi au niveau de la mise en œuvre et l'évaluation des stratégies innovantes en partenariat avec les personnes proches aidantes dans les soins et services. Puis on le retrouve donc dans, comme j'ai mentionné, ce partenariat-là, donc dans l'équipe projet, par exemple, dans la co-construction des étapes du projet, dans la co-construction de l'évaluation, puis qui vise d'autre part donc à créer des livrables et des retombées sur le partenariat dans les soins et services, leur organisation ou encore la gouvernance. Donc, un petit point rapide sur les actions du centre qu'on s'est engagé à faire quand on a eu le mandat. Donc, c'est vraiment plus spécifiquement, en fait, d'offrir du soutien aux équipes sous forme de formation dans leur démarche de partenariat avec les personnes proches aidantes, leur offrir des outils d'évaluation réflexive pour vraiment leur permettre d'évaluer, d'améliorer, de pérenniser leur pratique de partenariat, donc plutôt pas dans une perspective de reddition de compte, mais vraiment dans une perspective réflexive puis d'amélioration continue de ce partenariat-là tout au long du projet et après, en espérant les pérenniser, ces retombées-là. On y reviendra dans quelques diapositives. Cartographier aussi le portrait des projets en partenariat, puis vraiment brosser ce portrait de qu'est-ce qui se passe au niveau du réseau en matière de partenariat avec les personnes proches aidantes au sein de ces projets-là. Et finalement, offrir des occasions de transfert de connaissances, de partage d'outils, donc autant à travers des classes des maîtres virtuelles qu'à travers un événement de transfert de connaissances en automne 2025 en mode hybride, un peu sous la même formule que le 10 juin 2022 qu'on a eu, que peut-être certains et certaines étaient présents, donc l'événement de transfert de connaissances qui a eu lieu pour l'appel à projet précédent sur le partenariat avec les patients. Pour aujourd'hui, ce qu'on vous propose comme courte présentation, c'est donc présenter la cartographie des projets qu'on a construits, présenter une analyse des FFOM, en fait, que les équipes nous ont partagé, ce qui nous a permis d'avoir une compréhension, donc un portrait, prendre le pouls un peu de ce qui se passe en matière de partenariat, puis comment les équipes vivent ce partenariat-là en ce moment, autant dans une perspective des établissements, du réseau, mais autant dans leurs projets puis dans leurs livrables.
Et en fait, on discutera un petit peu très rapidement sur les actions et les outils qu'on a proposés aux équipes pour finalement terminer sur l'évaluation réflexive, comme je l'ai mentionné tantôt. Donc, au niveau de la ligne du temps, ce sont des projets qui ont été financés à partir d'avril-mai 2023 et qui se terminent en septembre 2025 au niveau de l'activité de transfert de connaissances. Donc, les projets sont sur 2 ans. Les différentes étapes du projet, vous les voyez ici. On va prendre quelques minutes pour les présenter. Le CEPPP accompagne les équipes projets dans ce qu'on a positionné comme des classes des maîtres, donc des classes des maîtres qui informent, qui forment, notamment sur le plan du partenariat et qui visent aussi à faire bénéficier l'ensemble des équipes des avancées, dans le fond, au sein des projets. Il faut savoir que dans chaque projet, le coordonnateur en proche aidance de l'établissement est impliqué. Il y a également quelqu'un qui coordonne le projet et il y a les personnes proches aidantes qui participent en co-construction au projet, qui sont des parties prenantes là, incontournables. En juin 2023, il y a donc eu une première classe des maîtres pour positionner les assises, notamment du partenariat avec toutes les équipes projets. On a demandé en cours d'été dernier de vraiment faire un exercice de planification de chacun des projets autour de la conception du modèle logique du projet et de l'analyse des forces, des faiblesses, des opportunités, des menaces. Et donc, c'est notamment là, ces résultats-là qui nous ont permis là, de développer, d'identifier la cartographie des projets qu'Eleonora va vous présenter tout à l'heure. En décembre, actuellement, là, on est actuellement dans l'étape, la première évaluation réflexive individuelle sur notamment la place des personnes proches aidantes dans ce partenariat-là de projet. En avril prochain, donc 1 an après le début des projets, il est prévu qu'on revisite à nouveau le modèle logique FFOM en fonction du contexte en place. Bon, un rapport d'activité, de dépenses de l'an 1. Il va y avoir une classe des maîtres en juin prochain. Et une deuxième évaluation individuelle réflexive en novembre 2024 pour arriver à la fin des projets de partenariat là, en avril 2025. Donc, c'est des projets sur 2 ans. Et donc, d'avril 2025 à septembre 2025, c'est davantage une phase de classe des maîtres et de transfert de connaissances là, que l'on va catalyser. Donc, voici un peu la ligne du temps. Merci, Michel. Donc tout ça nous a amené à l'appel de projet, comme je vous le mentionnais, à identifier 35 projets qui sont financés. On avait, dans le fond, dans l'évaluation de cette mesure-là, identifié là, un montant de financement qu'on était en mesure de mobiliser pour les projets et on demandait aux établissements, en fait, de financer la valeur égale de ce que l'on finançait. Et donc, c'était un financement de 60 000 $ maximum sur 2 ans qui était octroyé à chacun des projets. Donc, vous voyez ici, là, dans le fond, l'investissement du ministère, l'investissement total que ça totalise. Il y a certains établissements qui ont mis davantage d'investissement que ce qui était requis. Ça dénote aussi le fait qu'il y ait 35 projets. Je pense qu'il y en avait 18 dans le premier appel à projet en 2018 ou 21, quelque chose comme ça. Il y en a 35 aujourd'hui. Donc, ça démontre, dans le fond, comment l'approche de partenariat se développe et s'installe vraiment de façon plus pérenne dans la culture, dans la volonté qu'ont les établissements. On était aussi très fiers de ça. Donc, vous voyez ici qu'il y a 28 projets qui sont associés plus directement au CCCIUS, 3 projets qui sont portés par le CHU Sainte-Justine, CHUM et l'Institut de cardiologie, 3 projets au niveau des Premières Nations des Inuits, donc un projet chez les Cris, un autre au Nunavik et un conseil porté par la C3S PNQL et un projet en lien avec les communautés ethnoculturelles et personnes de langue anglaise. Donc, vraiment une brochette de projets qui sont atterris tout autant avec une grande diversité au niveau de la gouvernance, de l'organisation des services directs, mais aussi au sein de différents programmes services parce que vous savez à quel point la proche aidance est transversale. Donc,
Voilà pour ça. Maintenant, Elé, je pense que Oui. c'est toi qui prends le relais ici. Ouais, Oui, merci Michel. Donc, merci à toi. pour poursuivre avec la cartographie, donc pour ceux et celles qui sont un peu plus familiers avec le plan d'action, donc il y a 4 axes. On n'embarquera pas dans les 4 axes aujourd'hui. Par contre, on voulait situer un petit peu plus les projets au niveau des axes, puis les axes en fait que les projets ont souhaité investir. Donc, en fait, comme vous le voyez, il y a de très nombreux projets qui se situent particulièrement au niveau de 2 axes. Donc, l'axe 2 qui vise vraiment le partage d'informations, la promotion des ressources, le développement des connaissances et des compétences. Et au niveau de l'axe 3, il y a 29 projets qui visent cet axe spécifiquement pour le développement des services de santé et des services sociaux destinés aux personnes proches aidantes dans une approche de partenariat. Donc, ce qu'on a fait, on s'est vraiment intéressé donc à répartir les projets dans les différentes catégories que vous voyez à l'écran, donc à partir des informations que les équipes nous ont partagées sur leurs objectifs, sur leur contexte de réalisation de leurs projets et de leurs livrables. Donc, comme Michel a mentionné, on les décline déjà en 4 catégories, donc les soins et services directs, l'organisation des soins et services, la combinaison des deux, donc les soins et services directs et l'organisation des soins et services, et finalement, en 4e lieu, la gouvernance. D'autant plus, donc on peut le voir ici qu'il y a vraiment une catégorisation en fonction des contextes d'arrimage entre les projets. Donc, les contextes en soi, si vous voyez par exemple plusieurs projets donc en santé mentale, si je retourne à la diapositive précédente, donc, il y a des projets qui touchent plus la santé mentale et les dépendances. Il y en a de nombreux. Vous voyez qu'il y a un nombre important de projets qui s'intéressent plus au soutien à l'autonomie des personnes aînées, à l'hébergement, le contexte de CHSLD, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment plusieurs contextes différents que les projets ont décidé d'investir. Puis pour nous, c'est une occasion de s'assurer qu'on les cartographie pour qu'il y ait arrimage entre les projets, qu'on puisse donc favoriser ces arrimages entre les projets s'ils le souhaitent. Ça peut aussi servir d'outil, par exemple, s'ils ont des terrains de réalisation qui sont semblables, s'ils souhaitent collaborer davantage, se partager certaines informations, même des outils, des livrables qui sont en train de développer pour ne pas réinventer la roue, mais vraiment se soutenir mutuellement puis pouvoir avoir ces occasions de partage-là, ou encore pour planifier leur transfert de connaissances. On ne passera pas en détail, donc chaque projet, où est-ce qu'il se situe, mais si ça vous intéresse, évidemment, vous aurez les diapositives en main plus tard. Vous pourrez regarder dans quel contexte se situent les projets, s'il y a des projets qui vous sont d'intérêt. Donc, pour continuer avec l'émergence des projets, en fait, c'est vraiment les équipes qui ont défini tous ces éléments-là. Donc, nous, on l'a simplement cartographié, on l'a mis en page. Donc, l'émergence des projets qui a été définie par les équipes elles-mêmes a plusieurs sources. En fait, on voit qu'il y a un nombre important de projets qui émergent directement des besoins qui sont identifiés par les établissements eux-mêmes. Certains projets, en même temps, émergent de partenariats avec des personnes proches aidantes, certains projets même d'un partenariat qui a déjà été implanté lors du précédent appel à projet. D'autres équipes ont fait émerger ce projet-là de démarches de consultation, de témoignages de personnes proches aidantes ou même de plaintes. Quelques projets ont identifié aussi comme source d'émergence de leur projet les collaborations avec des organismes communautaires, donc des besoins qui ont été identifiés par les organismes et auxquels ils veulent répondre à travers ces projets-là, mais aussi des besoins identifiés, par exemple, par des intervenants ou encore un projet qui émerge vraiment de la littérature scientifique. Au moment du dépôt des projets en avril 2023, de nombreux organismes communautaires étaient nommés comme collaborateurs impliqués dans la réalisation des projets. Donc, c'est vraiment intéressant, puis c'est important de le souligner, la réussite du plan d'action à ce niveau-là et la réussite des projets en cours, d'avoir pu donc arrimer les établissements du réseau de la santé et des services sociaux, les personnes proches aidantes et les organismes communautaires pour travailler vraiment de manière collaborative puis atteindre les objectifs qui leur sont communs. Il y a 7 types de livrables qui ont pu être identifiés, qui découlent des objectifs des projets. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une diversité en fait de livrables qui sont visés, allant de la création de comités, le développement d'outils, de pratiques, de nouveaux modèles de soins et services même que les équipes souhaitent implanter dans leur offre de services au sein de leurs établissements, des formes diverses de soutien aux personnes proches aidantes ou plus spécifiquement des projets qui visent directement la favorisation du partenariat avec les personnes proches aidantes dans les soins et services.
Finalement, sur l'élément de la transférabilité, les équipes nous ont partagé leur perception par rapport à quel point est-ce qu'elles estiment que leur projet est transférable et à quel niveau. Elles nous ont partagé ça en avril 2023 également. Donc, les équipes, en fait, presque la moitié des équipes estiment que leurs projets sont transférables à travers le réseau. Donc, au niveau du réseau, à travers tous les établissements. D'autres considèrent que ça pourrait être transféré dans un même type d'établissement, par exemple, dans un contexte similaire de proche aidance, d'autres programmes ou des directions, et 2 projets qui estimaient au moment du dépôt de leur projet que c'était un projet difficilement transférable. Donc, ça nous montre d'autant plus l'importance que le CPPP et le ministère de la Santé et des Services sociaux puissent offrir des outils, des ressources, du soutien finalement aux équipes pour les soutenir dans ce transfert de connaissances et surtout la pérennisation de leurs projets à tous ces niveaux dans la mesure du possible, puis vraiment de les aider au niveau de la mise à l'échelle de leurs projets pour s'assurer qu'ils demeurent pérennes suite à leur fin. Évidemment, ces efforts-là incluent aussi l'événement de transfert de connaissances qu'on a mentionné en septembre 2025 et les 6 mois qu'ils auront pour vraiment s'assurer que cette préparation-là soit effectuée en amont. Donc, comme on a mentionné en tout début de la présentation, on a proposé aux équipes d'identifier des forces, des faiblesses, mais des opportunités et des menaces telles qu'ils les percevaient au moment de la complétion de leurs documents, donc au moment de août 2023, pour que finalement, de manière longitudinale, les équipes puissent y revenir plus tard pour les réviser aux besoins et puis voir comment est-ce que leurs contextes ont changé, comment est-ce que leur vécu de ces projets de partenariat, mais aussi leurs environnements ont changé et comment on peut y faire face. Ou comment est-ce qu'on peut célébrer finalement les opportunités puis aller donc répondre aux menaces, par exemple. Ce qui nous donne aussi un état des lieux puis un pouls, en fait, en matière de partenariat et des projets, où est-ce qu'ils se situent à ce moment-là. Donc, on a analysé en détail chaque FFOM que les équipes nous ont remis pour vraiment recenser les éléments qui étaient communs, donc plus collectifs aux équipes, donc qui sont collectivement vécus et qu'on a intégrés dans cette présentation. On a décortiqué 7 niveaux par saturation de thèmes récurrents sous forme entonnoir. Donc, vraiment, on prend la globalité de la société au Québec jusqu'à, comme vous le voyez, les projets et leurs livrables, donc très spécifiques, pour lesquels donc, les équipes ont identifié des forces, faiblesses, opportunités et des menaces. Donc, l'objectif de l'analyse est de valoriser vraiment ces opportunités, comme je l'ai mentionné, ces forces, et d'agir sur les faiblesses collectives pour lesquelles parfois on peut trouver des solutions qui répondent à des besoins communs. Il y a en fait souvent des enjeux et des problématiques et des solutions même qui sont communes à de nombreuses équipes sans qu'elles soient au courant que c'est vécu aussi par d'autres. Donc, des fois, on se sent seul, puis on se sent un peu, on essaie de faire face à certains obstacles, alors que d'autres équipes, font face peut-être à des obstacles très similaires et peut-être ont même des solutions à nous proposer pour qu'on puisse s'entraider puis aller plus loin ensemble. Donc, c'est pour ça que c'est important vraiment de les identifier, de les réfléchir, comment est-ce qu'on peut agir dessus collectivement. Donc, si on commence de manière très globale, de manière très large, les équipes ont repéré une force majeure de visibilité, de connaissance de la proche aidance au niveau de la société, donc des réalités des personnes proches aidantes, de leurs enjeux, ce qui se traduit aussi dans des opportunités pour les projets et en fait dans la réalisation de ces projets. En ce qui est trait aux personnes proches aidantes, plusieurs équipes mentionnent le pouvoir d'agir, le empowerment des personnes proches aidantes et des citoyens qui s'impliquent comme partenaires dans la réalisation de ces projets. Puis, j'ajouterais ici, d'un point de vue sociétal, en fait, on va vraiment tirer des leçons de ces projets-là en lien avec l'implication des citoyens, des usagers ou des proches dans le développement des grandes politiques publiques. Nous, c'est une valeur qu'on s'est donnée dès le début des travaux, hein, de mener ces travaux-là en collaboration, mais plus qu'en collaboration, en partenariat avec des personnes proches aidantes. Et donc, on a développé la politique nationale. On a été accompagné d'un comité de personnes proches aidantes qui nous a beaucoup inspiré, qui a changé des choses importantes au niveau de la définition d'une personne proche aidante au Québec, les principes directeurs, également des orientations. Et donc, en fait, au terme de ces projets-là, on va être en mesure aussi de tirer certaines leçons d'un point de vue des grandes politiques publiques et de la contribution de ce partenariat-là, à quel point ça peut être porteur.
Au niveau du réseau de la santé et des services sociaux, ce qui est vraiment d'intérêt, c'est que les équipes n'ont partagé aucune menace, comme vous le voyez à l'écran. Donc, les équipes ont vraiment cerné des forces, quelques faiblesses et beaucoup d'opportunités. Donc, il y a vraiment une croyance de la part des équipes que les projets sont innovants et que leur force réside dans le fait qu'elles sont réalisées en partenariat, amenant de nombreuses opportunités en fait au réseau, comme par exemple la sensibilisation et l'implantation des projets en partenariat, puis la pérennisation finalement de l'approche. On voit aussi l'importance donc accordée au contexte politique et en fait le rôle que joue le plan d'action dans la mise en œuvre de ces projets, évidemment, et le renforcement des collaborations entre les établissements, la centralisation des outils, de toutes les ressources en proche-aidance, finalement, pour pouvoir se les partager puis avancer ensemble. Effectivement, j'abonde dans le sens de ce que tu nommes, Ailée, là, puis la mutualisation puis il y a tellement de projets qui peuvent aussi, qui ont un haut potentiel de transférabilité. Donc, on aura, nous, hein, aussi apporté une attention, à la dernière phase, là, de transfert, partage de connaissances pour stimuler, cette capacité-là, là, que vous puissiez capter, certains projets qui pourraient être adaptés à vos réalités, mais que ce soit plus facile pour vous, là, dans le fond, d'implanter, certaines autres pratiques. Absolument. Au niveau des établissements, donc les pratiques et la culture de partenariat au sein de certains établissements sont déjà très, très fortes. D'autres sont en mouvance, se renforcent actuellement, ce qui représente, en fait, selon les équipes, des forces dans la réalisation de leurs projets. Parce qu'elles ont ce terrain-là qui leur permet, en fait, qui est déjà très, très fort en matière de partenariat, donc qui leur permet de mettre en place un projet qui puisse se réaliser de manière simple, vraiment dans la continuité de ce qui est déjà une culture implantée. Mais évidemment, ce n'est pas le cas de toutes les équipes. Donc, certaines sentent un peu plus de résistance au changement des pratiques et à l'implantation du partenariat avec les personnes proches aidantes. Donc, on voit un souci vraiment aussi de s'assurer que c'est une culture de partenariat qui est favorisée pour qu'ils puissent réaliser leur projet au complet. Il y a aussi un souci de pérennisation, donc en fait que ces projets-là, c'est en même temps, donc c'est une menace, mais c'est aussi une opportunité parce que c'est ces projets-là qui en fait vont favoriser la culture du partenariat au sein des établissements et qui vont permettre de la pérenniser. C'est important de noter aussi que la pénurie de main-d'œuvre et les multiples projets qui sont réalisés de manière simultanée dans certains établissements sont nommés comme des menaces actuellement ressenties par les équipes aussi. Puis, en complément, c'est ça, on ressent actuellement vraiment qu'il y a certaines tensions entre les volontés des établissements, hein, puis des porteurs du projet, et l'adhésion, à aller de l'avant, une tension entre les volontés et les capacités, bien entendu, puis on est très, très conscient et sensible à ça, entre l'adhésion puis les possibilités de développement, entre la volonté et la capacité, dans le contexte aussi où, les projets ont débuté en 2023, se terminent en 2025. Le contexte aussi de la grève cet automne a pu fragiliser les capacités aussi d'investir pleinement la belle planification qui avait été faite pendant l'été. Donc, c'est des réalités, des contraintes avec lesquelles vous composez, avec lesquelles on doit composer, nous aussi, en accompagnement à vos projets. Donc, on est conscient de ça. Puis, aussi on essaie de se mettre le plus possible là, en amélioration continue de cet accompagnement-là, en tout respect de vos réalités, là. Donc, je pense que c'est important de le nommer. Au niveau de la direction, on voit l'importance vraiment que les gestionnaires et les membres de direction au sein des établissements soient investis et soutiennent la réalisation des projets pour qu'ils puissent se réaliser dans les temps prévus. Lorsqu'il n'y a pas vraiment de soutien de la direction, par exemple, donc dans ce cas-là, ou par exemple, lorsque les membres de la direction changent, donc par exemple, il y avait quelqu'un qui était très, très investi au niveau du partenariat, au niveau de la réalisation des projets, mais avec le roulement du personnel, les priorités peuvent changer aussi en fonction des priorités donc des établissements puis des directions à divers moments. Parfois, il n'y a pas assez de ressources financières, donc les équipes craignent un petit peu plus pour la réalisation et la pérennité des projets dans ces moments-là. Je nommerais à ça, aussi en complément, Ailée, qu'on est,
on est au Québec dans le développement, dans le fond, en lien avec la loi, la politique, le plan d'action, on est dans le développement d'une attention plus formelle que les établissements du réseau portent aux personnes proches aidantes. Les personnes proches aidantes ont toujours fait partie là, des préoccupations du réseau, mais une attention un petit peu plus formelle, notamment par la politique, le plan d'action, par le nouveau rôle des coordonnateurs en proche aidance transversale dans les établissements. Mais tout ça est en développement actuellement. Et donc, quand on pense à la mobilisation des directions ou de la gestion, ben, tout ça doit s'inscrire aussi dans une gouvernance de la proche aidance à installer dans les établissements qu'on est en train d'installer à géométrie variable d'un établissement à l'autre. Donc, ça aussi, ça peut être un facteur. C'est encore tout nouveau. Et donc, l'importance d'ancrer ces projets-là au niveau de la priorité de gestion peut dépendre d'un établissement à l'autre, dépend aussi de la présence ou pas d'une structure de gouvernance en proche aidance. Et donc, on est très compréhensif aussi de ces différents mouvements-là. Au niveau des équipes projets, donc il y a plusieurs éléments à noter vraiment. Donc, on célèbre la complémentarité des savoirs et des rôles des membres des équipes, ce qui inclut aussi les personnes proches aidantes partenaires et donc les respectives expertises que chacun et chacune apporte à la table finalement pour composer cette équipe projet multidisciplinaire. Par contre, le roulement de personnel présente une menace à la perte d'expertise dans certaines équipes, non seulement en matière de connaissance du projet en tant que tel, mais aussi en matière de pratiques de partenariat qui sont portées parfois par une seule personne ou qui sont portées, par exemple, par la coordonnatrice en proche aidance ou le chargé de projet, par exemple, qui sont très investis en matière de partenariat, mais que finalement, avec le roulement de personnel, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, les coordonnateurs aussi en proche aidance, donc dans la continuité des diversités d'expertise qui sont à la table. Donc, les coordonnateurs en proche aidance ont spécifiquement été nommés comme une force par les équipes parce qu'ils amènent une expertise vraiment importante à la table et en fait soutiennent de manière très importante la réalisation des projets. En matière de partenariat, il y a quelques menaces qui ont été collectivement soulevées aussi, donc par rapport à l'implication des personnes proches aidantes partenaires spécifiquement et les obstacles auxquels font face certaines équipes. Ou par exemple, par rapport à certaines pratiques de partenariat pour certaines équipes, que c'est, comme on disait tantôt, la culture n'est pas tout à fait implémentée, il n'y a pas tout à fait toutes les ressources nécessaires pour pouvoir vraiment promouvoir ces pratiques de partenariat-là au sein des équipes. Donc, autant aussi qu'il y a des dimensions de pérennité, il y a aussi quelques équipes qui ont besoin d'un petit peu plus de soutien pour faire du partenariat significatif. Et donc, on tentera au niveau du ministère et au niveau du CEPPP d'y répondre en proposant quelques pistes d'action. On vous en glissera quelques mots tantôt. Oui, effectivement. En fait, toute cette analyse-là de FFOM nous a permis d'identifier un plan d'action pour être en mesure de mieux vous accompagner. Notamment, on a fait, je pense qu'on peut le nommer, Elé, hein, on a fait des liens avec la communauté de pratique parce qu'on est dans l'environnement aussi des communautés de pratique. Hein, on a fait des liens avec la communauté de pratique en partenariat. Et donc, on va être invité à cette communauté de pratique-là, puis on va essayer de voir aussi à ce que les personnes qui portent, dans le fond, dans l'établissement, les fonctions de développer le partenariat au sein de l'établissement soient davantage en connaissance de ces projets-là et impliqués avec les équipes projets pour être en soutien concret là, dans des enjeux que vous nommez là, en lien avec l'implication des proches aidants partenaires, comme comment les recruter, comment les mobiliser, comment soutenir l'intérêt. Bon, il y a différents éléments. Donc, on va tenter de catalyser ce lien-là plus serré entre vos bureaux de patients partenaires et les équipes projets. Dans les forces, ben, je veux juste le renommer là, à quel point le CEPPP étant comme un chef de file en matière de partenariat mondialement, c'est vraiment une force d'être en mesure d'être accompagné, d'être si bien accompagné. Et puis la présence des coordonnateurs en proche aidance aussi là, qui offrent un soutien au projet. Là. Donc, merci beaucoup d'être partie prenante. Mais on va arriver avec un plan d'action un petit peu plus
plus ficelé et concret là, pour être en mesure de vous aider comme équipe, là. Tout à l'heure, on nommait là, la question de la direction de la gouvernance, donc également là, de bien sensibiliser les gestionnaires qui portent la proche aidance à ces projets-là, puis au rôle qu'ils peuvent jouer au niveau de la mobilisation, du positionnement stratégique des projets là, au sein des établissements. Puis, je pense que Michel, on peut le nommer dans la continuité des actions qu'on met en place pour vraiment soutenir les équipes. Je pense que ça s'implante bien à cette diapositive-là, spécifiquement comme ça touche aux équipes. En fonction de ce qui a été nommé comme les besoins, les besoins et en fait les solutions que les équipes apprécieraient pour les mesures de soutien qu'on peut leur offrir. En fait, on a vérifié avec les équipes comment est-ce que ça fonctionnerait, donc de faire plusieurs ateliers en fait, à travers la deuxième année, vraiment pour les soutenir au niveau du partenariat, mais aussi au niveau des questions que mentionnait Michel, donc au niveau du recrutement, parfois au niveau du personnel, parfois au niveau de certaines questions juste qui émergent à travers des besoins, en fait, qui émergent tout au long des projets. Donc, ça aussi, c'est une mesure importante qui va être implantée sous peu, puis surtout à travers la deuxième année pour cette amélioration continue du partenariat au niveau des projets. Puis, comme on a mentionné en tout début de rencontre, il y a aussi l'évaluation réflexive et comme Michel mentionnait, donc c'est longitudinal, on va y revenir plusieurs fois, donc ça nous permet aussi d'identifier des besoins qui émergent au niveau des équipes et au niveau des différents membres de ces équipes-là, puis finalement les solutions qui leur semblent pertinentes pour pouvoir les soutenir de manière significative. Oui, on se laisse beaucoup influencer, en fait, par les besoins, bien entendu, des équipes. Puis comme Élie, tu le nommais, en fait, on nous a dit là, dans le cadre de cet exercice-là, au-delà des classes des maîtres qui sont positionnés au mois de juin de chaque année, un intérêt à participer en sous-groupe à des rencontres qui permettraient de partager sur les défis, les enjeux et les bons coups. Alors, c'est ce qu'on va catalyser là, en créant des sous-groupes et des regroupements logiques en vertu de la thématique du projet. Donc, un regroupement au niveau des CHSLD, entre autres. Là. Je nomme celui-là parce qu'il est un petit peu plus clair. Là. Il y en avait plusieurs projets en CHSLD. Donc, des opportunités qu'on va créer aux équipes de se rencontrer, mais ça va être une rencontre qui va appartenir aux équipes de partage, hein, de bons coups, de défis, d'opportunités pour être en mesure de s'inter-influencer dans des projets où il y a une forte parenté, puis qu'on soit pas seulement juste en action là, 2 fois par année dans une grande messe classe des maîtres. Là. Merci, Michel. Au niveau des collaborateurs, en fait, plusieurs types de collaborateurs sont nommés comme essentiels à la réalisation des projets, tant au sein du réseau de la santé et des services sociaux qu'à l'extérieur de celui-ci. Donc, on pense notamment au DQEPE, les professionnels de la santé aussi qui sont impliqués dans la réalisation des projets. Donc, on a mentionné les personnes proches aidantes partenaires, mais aussi le comité des usagers, donc les membres des comités des usagers, des comités des résidents pour les projets, pour certains projets. Mais aussi les organismes communautaires qui sont vraiment des partenaires qui sont forts dans ces projets-là. Par contre, on revient aussi, pour plus des menaces puis des faiblesses, on revient aussi au manque de financement, particulièrement le manque de financement au niveau des organismes qui parfois est un frein à leur participation ou on revient aussi à la pénurie de main-d'œuvre. Donc, on a parlé de roulement aussi dans un contexte économique qui est de plus en plus complexe, qui sont que des menaces à la réalisation des projets, d'autant plus que certains rapportent des faiblesses au niveau de l'arrimage entre les multiples collaborateurs pour faire avancer les travaux. Donc, des fois, il y a des perspectives qui sont pas nécessairement alignées. Donc, ça complexifie des fois quand on a beaucoup de collaborateurs, puis que finalement, c'est un grand bateau qui avance, mais c'est pas tout le monde qui est nécessairement d'accord sur la vision globale. Donc, c'est parfois certaines menaces qui sont identifiées par certaines équipes. C'est ça, on a catalysé énormément de partenariats en proche aidance, mais effectivement, il y a comme des fois un défi de communication aussi qui peut se poser. Donc, on se questionne aussi à voir le rôle que l'on peut jouer là, en soutien aux équipes pour catalyser encore mieux tout ça, puis en tout respect des contraintes de chacun. Là. Ouais.
Finalement, on arrive au projet et à leur livrable. Donc, il y a quelques menaces et quelques faiblesses, en fait, qui sont perçues, qui ont des impacts importants pour la réalisation de certains projets en partenariat. Par exemple, les équipes ont mené l'absence de compensation financière pour les personnes proches aidantes partenaires. Le roulement aussi des membres de comités qui sont en place. Donc, par exemple, s'ils ont mis en place un comité de pilotage, un comité tactique ou opérationnel. Donc, des fois, le roulement des membres représente un frein, une menace. Mais aussi la difficulté de recrutement des personnes prochainement partenaires et d'usagers. Donc, Michel l'avait mentionné, c'est une difficulté de recrutement sur laquelle on retourne souvent. Donc, on va pouvoir l'adresser dans un de nos ateliers plus orientés sur les solutions, puis comment est-ce qu'on procède à un recrutement, mais aussi comment on trouve des solutions pour les défis auxquels on fait face parfois. Les équipes ont aussi nommé plusieurs forces, par contre, et des opportunités par rapport à leur projet et leur livrable, donc tant par rapport à la pertinence des projets, donc ils répondent à des besoins réels de personnes proches aidantes, donc ça, c'est super important. Puis ça a vraiment été marqué comme très une réponse très favorable de la part des équipes là, qui voyaient vraiment la pertinence de leur projet, puis les retombées qui seront pertinentes puis réellement tangibles pour les personnes proches aidantes. Aussi, le partenariat avec les personnes proches aidantes dès le début des projets. Donc, c'est des partenaires qui sont présents tout au long et dès le début. Donc, ça c'est vraiment une force que les équipes percevaient au sein de leur projet. Certaines équipes aussi se tournaient vers le passé. Donc, on a parlé de l'appel à projet précédent en partenariat de 2019 à 2021. Donc, certaines équipes qui y ont participé, qui sont maintenant en appel à projet numéro 2 pour elles. Donc, elles se tournent vers le passé pour aller recueillir les forces et les apprentissages qu'ils ont eus donc dans une continuité des projets précédents. D'autres ont aussi décrit leur livrable comme contribuant à une continuité donc, de mise à jour de ces outils ressources qui promeut le partenariat et le pérennise après la fin de ce premier plan d'action en 2026 au sein de leurs établissements, en fait, et à l'externe. On est attentif, dans le fond, à la gestion de ces projets-là. Puis, en gestion de projet, en fait, il y a toujours une triade dans la portée du projet, l'échéancier et le coût ou la capacité. Des fois, on peut avoir une influence sur un ou l'autre de ces trois éléments-là de la triade. Là, ben, l'échéancier du projet est fixe. Hein? On va terminer les projets en mars 2025, puis il y aura après ça la phase de transfert de connaissances. Au niveau du coût des projets, on est encore on est dans un coût fixe, mais qui est ponctué par des bousculades, je dirais, là, dans le sens où le coût et la capacité là, a été un petit peu mis à mal, notamment par des conditions de grève ou de pénurie de ressources, mais on a à cette étape-ci peu d'impact sur ça. Par ailleurs, ben là, l'autre élément, c'est la portée du projet qui peut, dans ce temps-là, être modulée là, quand les deux autres éléments ne peuvent pas l'être. J'avais juste le goût peut-être de nommer que quand toute impulsion d'action en vertu d'un meilleur partenariat ou d'un plus grand partenariat avec les personnes proches aidantes est important dans les projets. Donc, c'est certain que si certains projets qui étaient au départ vus avec une portée plus large doivent se redéfinir pour que la portée soit peut-être plus modeste en fonction des contextes, ben ça sera correct aussi. Puis l'important, c'est de poursuivre les projets et de faire des étapes qui vont nous amener plus loin dans le partenariat en sachant que chaque pas est un pas là, porteur puis important pour le partenariat. Donc, ça, c'est un message qu'on va continuer à porter aussi auprès des équipes là, après l'année, là, après cette année là, qui est la première vraie année de vécu des projets. Merci, Michel. Donc, on a complété la partie FFOM, mais on voulait toucher rapidement sur l'évaluation réflexive avant de débuter la période de discussion. Pour vous donner vraiment un petit peu plus de détails. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, on est parti du cadre d'évaluation de l'engagement des patients et du public qui a été développé dans le cadre d'un projet du Centre d'excellence
pendant plusieurs années, sur lequel j'ai eu la chance de coordonner pendant donc presque 3 ans. Donc, le cadre a été développé donc pour la métaux très rapidement, mais il a été développé à travers 3 phases avec plus de 100 experts en partenariat qui ont été impliqués à travers le Canada, des patients et des proches partenaires, des chercheurs, des cliniciens, des spécialistes en engagement des patients et du public, et une équipe de 18 co-chercheurs, dont 2 patients partenaires. Donc, on a fait un exercice de consensus, un Delphi sur 2 temps avec des groupes d'experts qui ont contribué au développement du cadre, qui finalement comporte 19 dimensions. Donc, vous voyez là, les grandes dimensions ici qui sont divisées en 3 phases. Donc, plus la préparation, le processus de partenariat, puis la transformation. Donc, il y a de nombreux indicateurs, en fait, c'est un cadre interactif. Donc, quand on clique sur chaque dimension, il y a des indicateurs qui en ressortent pour vraiment aller servir, en fait, de pistes réflexives dans l'évaluation. Donc, évidemment, je vais mettre le lien si vous souhaitez le consulter de plus près. Mais donc, ce cadre-là a servi de base, en fait, pour construire l'évaluation réflexive qui a été proposée aux équipes et que les équipes sont en train de compléter jusqu'à demain, si je ne me trompe pas. Donc, ça nous donne en fait un pouls de chaque perspective, de chaque personne qui complète. En fait, c'est un questionnaire individuel qui est évidemment confidentiel et anonyme, mais ça nous donne vraiment ce pouls de manière longitudinale, donc à 6 mois depuis le début des projets et à 1 an et demi de la réalisation des projets pour vraiment évaluer, en fait, comprendre mieux les perspectives de chaque membre des équipes pour identifier des éléments clés du partenariat, quels sont les bons coups, les éléments à célébrer, mais aussi est-ce qu'il y a des barrières, des défis, des enjeux auxquels les personnes ont fait face au sein de ces équipes-là en matière de partenariat. Certaines peut-être ont amené des solutions. Donc, on a cette belle plateforme pour pouvoir l'identifier et aussi le partager donc de manière collective comme on l'a fait pour le FFOM. Donc, ces vécus collectifs-là qui nous permettent finalement d'apprendre les uns des autres et d'avancer dans une perspective d'amélioration continue du partenariat. Et évidemment, ça nous permet d'identifier aussi les besoins en matière de partenariat parfois qui ne sont pas répondus nécessairement. Et donc, comme on le fait à travers tous ces éléments-là qu'on vous a montrés aujourd'hui à travers la présentation, on tente d'y répondre du mieux qu'on peut, Michel, Manon et moi-même et nos équipes. Donc, je pense que c'est la fin de notre côté. Donc, on vous remercie énormément pour votre écoute et pour votre intérêt.